Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des soldats de Tsahal tentent d'avancer dans Rafah. De lourds combats dans l'est de la ville qui, selon les autorités israéliennes, commencent à porter leurs fruits. Depuis le début de l'opération à Rafah, nos forces ont éliminé environ 100 terroristes. Israël menace toujours d'une opération d'envergure dans la ville, malgré l'opposition de tous les pays occidentaux. Face à ces combats, de nombreux habitants de Rafah, où près d'1,5 million de personnes s'étaient réfugiées, ont eu ordre d'évacuer depuis le début de la semaine dernière. Ils sont au moins 450 000 selon l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, à avoir quitté la ville pour retourner plus au nord. Ici, ce boulanger tente d'emporter avec lui son matériel pour poursuivre son travail. J'ai trouvé un endroit à Al-Mawassi, près de la mer. J'ai acheté des pierres et je les ai posées au sol. Je les ai recouvertes avec des tentes et je vais y stocker mes machines. Le point de passage de Rafah, où transitait la grande majorité de l'aide humanitaire, est toujours bloqué. Ces camions restent dans l'attente pour pouvoir être chargés et entrer dans Gaza. La semaine dernière, Israël a pris le contrôle du côté palestinien de ce passage frontalier avec l'Égypte. Depuis, Israéliens et Égyptiens se rejettent la responsabilité du blocage de l'aide. Le secrétaire général demande la réouverture du poste frontalier de Rafah. Nous devons avoir un accès sans obstacle à l'aide humanitaire dans l'ensemble de Gaza. Jeudi et vendredi, la Cour internationale de justice doit tenir des audiences sur la situation à Rafah à la demande de l'Afrique du Sud, qui appelle au retrait des troupes israéliennes dans la ville. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen, comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur Cohen, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça peut aller. Voilà, donc on va commencer sur l'actualité avec nos frères en Palestine et comme vous avez pu le voir, ça ne veut pas s'arrêter et ça n'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Monsieur Cohen, vous avez peut-être quelques informations concernant la situation? Il semble que c'est assez surprenant, mais la résistance, enfin surprenant, je ne sais pas, mais disons du point de vue du rapport de force initial, et même après 7 mois de guerre, les forces israéliennes subissent des pertes presque impressionnantes. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, quand Israël perd, mettons, 5 soldats, c'est énorme de leur point de vue, parce que c'est un petit pays, etc. Et qu'eux, ils ont toujours l'habitude d'avoir un tué pour 100 de l'autre côté. Voilà. Eux, c'est le ratio normal. Et donc, ce matin, il y a eu 5 morts et des blessés graves. Et donc, dans une ville, et j'ai oublié le nom, malheureusement, le nom m'échappe, mais c'est une ville dans le centre ou le nord de Gaza, donc qui apparemment avait déjà été conquise. Et donc, les médias israéliens disent qu'il y a un retour du Hamas dans les ruines, et que le Hamas recrute de nouveaux membres. Enfin, c'est assez impressionnant. Moi, je reconnais, personnellement, je suis bluffé, je suis vraiment impressionné par la résistance, j'aurais jamais cru. Et voilà, c'est un fait dont il faudra tenir compte. Donc évidemment, les Israéliens se vengent en détruisant tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Vous savez, il y a cette vidéo où les forces sionistes envoient un drone à l'intérieur d'une mosquée et pour voir s'il y avait du monde. Et le drone leur montre qu'il n'y a personne. La mosquée était vide. Et donc, on penserait, bon, si elle est vide, alors au contraire, elle était vide. Les Israéliens l'ont détruite. Voilà. Donc, il y a toujours ce sentiment, cette espèce d'envie de détruire, d'envie d'humilier, d'envie d'écraser. Et d'ailleurs, parlant de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire, vous avez vu ces vidéos où des Israéliens
même des gamins de 3-4 ans. D'ailleurs, j'ai posté un post où j'avais dit que le fascisme sioniste commence à l'âge de 3-4 ans. C'est-à-dire, vous avez des gamins de 3-4 ans qui écrasent l'aide alimentaire qu'on sort du camion et qu'ils détruisent des gamins de 3-4 ans avec une rage folle. C'est vraiment une population, je ne sais pas, il faudrait soigner un jour ou l'autre cette population sioniste qui devient de plus en plus complètement starbée. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire, enfin peut-être qu'on l'a vu, je ne sais pas, mais atteindre un tel niveau de violence, de suprémacisme, de vouloir, enfin, comment dire, de vouloir affamer, humilier les civils, c'est même pas les adversaires faits prisonniers. C'est vraiment une société malade qui est en train de perdre la boule. Elle est dans un délire suprémaciste, fascisto-messianique. Et vraiment, je pense qu'elle touche au-delà du religieux. Je pense qu'elle commence à toucher même des secteurs israéliens habitués à une forme de laïcisme, de liberté, de tolérance, qui existait vraiment, il ne faut pas croire, et qui malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont en train de disparaître, ou alors ceux qui pensent comme ça, je pense qu'ils n'osent même pas maintenant s'exprimer de façon publique, tellement ils ont peur d'être qualifiés de traîtres. C'est juste incroyable ce qui arrive à cette société-là. Mais vous savez, 60 années de colonialisme, ça vous détruit une société dans sa base morale, éthique, humanitaire. Enfin, elle n'a plus de repères. C'est par exemple, j'ai vu une vidéo aujourd'hui de colons sionistes qui sont entrés dans une maison palestinienne en Cisjordanie. Comme ça, ils sont entrés, ils sont assis sur les fauteuils, le canapé, et voilà, ils étaient là. Alors, la vidéo faisait 2 minutes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après, mais c'est juste les conquérants qui montrent leur force, leur domination, leur exécration, leur façon de dire on est prêt, on fait tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de soucis de droit, de loi, il n'y a rien. C'est vraiment une société qui est livrée. J'ai posté une vidéo pour ceux qui veulent voir mes vidéos. Il faut qu'ils aillent sur mon site Telegram. J'ai un compte Telegram parce que je ne les poste pas sur Facebook à cause de la censure. Donc, j'ai montré une vidéo où des colons armés, des civils armés de mitraillettes. Enfin, je veux dire, on se croirait, enfin, je ne sais pas, je pense que même en Algérie, au temps des colonies, les civils n'étaient pas armés en train de taper du bougnoul. C'était un boulot réservé, un privilège réservé aux militaires. Et là, il y avait 2 ou 3 civils armés de mitraillettes qui avaient sorti un chauffeur de camion d'aide humanitaire et ils l'ont tabassé. Enfin, c'est juste, cette société est en train de perdre la boule, est en train de perdre les pédales. Moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je ne sais pas vraiment... Enfin, j'ai connu cette société il y a des années, il y a des décennies. Mais là, ce qui lui arrive, elle est en train de vraiment de tomber dans un délire. Mais vraiment,
c'est une maladie psychiatrique. Là vraiment, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est la première fois que je prends tellement conscience de ce fait. Bon, c'est vrai que j'ai mis des vidéos où il s'était lancé dans des trucs, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce, soit de consensus dans une large partie de la population, soit les gens ont la trouille d'en parler, de peur de passer pour des traîtres. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, Oui, voilà, donc, ça, voilà c'est la le, vidéo vous avez que j'avais. vous avez le compte, pardon, excusez-moi, Monsieur Cohen, donc c'est votre compte Telegram Voilà. là où vous avez posté donc cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur son Telegram. Effectivement, il envoie tous les jours des informations, Monsieur Cohen. Vous avez la possibilité d'y aller, vous abonner sans problème. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai regardé, vous avez posté celle de Piero San Giorgio Oui, oui. qui portait fièrement donc un t-shirt de Tsahal Ah oui, et, oui, oui. et qui a dit Israël a décidé que Jérusalem sera sa capitale et basta. Il a flingué tous les bougnoules qu'il y a autour. Bon, ce sont les propos tenus par Monsieur Piero San Giorgio. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un fameux dissident, hein, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de gens de droite, enfin de cette droite-là, nationalistes, identitaires, qui, assez surprenant, enfin surprenant, je ne sais pas, mais en tout cas sont vachement pro-israéliens. C'est-à-dire, ils admirent le côté nationaliste. À mon avis, ils doivent être jaloux de ce nationalisme fort qui s'affirme. Et là, je peux citer quelques noms. Par exemple, vous avez Pierre-Yves Augeron, qui est souverainiste chez lui, mais qui admire le nationalisme sioniste. Vous avez Idriss Aberkan, qui avait même proposé que les 2,5 millions de Gazaouis soient expulsés enfin, il n'a pas dit expulsés, soient transférés, probablement dans des cars climatisés, et dans une ville à enfin, dans le Sinaï, qu'on transformerait en Singapour. Donc, ils gagneraient 30 000 dollars par an chacun, et ça serait merveilleux. Voilà. Et donc, il y a comme ça, bon, sans oublier de citer Ligne Droite, Toxin, Sud Radio, Radio Courtoisie, etc. Voilà. Donc, il y a tout un pan de la société française qui sont contre les injections, qui sont pour les libertés individuelles, etc., etc. Mais quand on arrive à Israël, ils sont d'un amour pour Israël absolument remarquable. Voilà. Alors, merci Monsieur Cohen pour cette introduction. Je vais quand même rappeler que nous sommes diffusés sur plusieurs réseaux sociaux, donc TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, bien sûr. Je salue tout le monde et j'ai mis le lien sur stream pour ceux qui sont sur YouTube j'ai mis le lien StreamYard. Vous avez la possibilité de venir, bien sûr, interagir avec nous. Sur TikTok, vous faites votre demande. D'ailleurs, je salue aussi nos amis. Alors, il y a Gilles qui est avec nous sur TikTok, qui est en Guadeloupe. Je salue Marie qui nous écoute depuis l'Allemagne. Faut savoir que l'émission, Monsieur Cohen, elle est quand même suivie un peu partout dans le monde. Donc, c'est quand même intéressant. Et aussi, je voudrais dire, concernant, j'ai vu un commentaire passer au départ d'une personne qui demandait donc pour Nabila Kilani. Donc, vous avez le lien sur mon compte YouTube ou alors TikTok pour participer. Je vous le mettrai dans la description. Je crois qu'il y est normalement. Et sinon, je le mettrai, il est là, je vous le mets tout de suite en bannière, comme ça vous l'avez, c'est celui-ci, on participe. Monsieur Cohen, avant de donner la parole à Gilles qui nous a rejoint,
Effectivement, donc ce qu'il se passe, c'est quand même très très grave. Et on a l'Afrique du Sud, pardon, qui a parlé justement du langage utilisé par les membres de la Knesset et des soldats Oui, israéliens, voilà, donc tels que aplatir Gaza, brûler Gaza, chanter mort aux Arabes, blocus et destruction de l'aide humanitaire. Voilà, ce sont les termes utilisés par des membres de la Knesset et des soldats tout à fait, israéliens. oui, oui. Donc voilà, je veux dire, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Il y a une volonté de détruire cette population palestinienne. Quand on pense elle a été déplacée hein, jusqu'à dans le sud de la bande de Gaza et arrivée dans la bande de Gaza, dans le sud, pardon, à Rafah, on leur demande encore de quitter cette zone parce qu'elle va être bombardée. Oui. Donc il y a quand même un problème. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans le nord de la bande de Gaza, il y a eu un bombardement dans le quartier de Jabalia, pardon, où il y a eu aussi, je vais essayer de vous retrouver les images, mais ça a été assez impressionnant et il y a eu énormément de victimes encore aujourd'hui. Voilà. Je vais donner la parole à Gilles qui est avec nous sur TikTok. Allô, bonsoir. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Je Bonsoir. salue tous les auditeurs et toujours maximum de respect. Bonsoir. Avec beaucoup de respect à Monsieur Cohen, encore une fois. Alors, Monsieur, oui, merci Cohen en tout cas d'être avec nous. Je regardais dernièrement ma question se porte sur, c'est une question qui est un peu bizarre, hein, mais en Oui. fait, ma question se porte sur, dernièrement, il y avait une audition d'un ancien, un grand délinquant à l'audition à l'Assemblée nationale, c'était par rapport au Sénat, et lui, il a parlé du Captagon et du Hezbollah. Alors là, j'ai pas vraiment compris exactement de quoi il parlait. Il disait que quand on regarde l'attitude de l'armée israélienne, ce sont des jeunes de 20 ans qui n'ont jamais connu la guerre. Moi-même, j'ai fait mon service militaire. Je suis de nationalité française, mais j'étais dans un régiment d'infanterie. On ne nous donnait pas des trucs. Alors, on parle du Captagon qui serait par le Hezbollah et qui serait... Il y a une coupure là, non? Excusez-moi, j'ai coupé involontairement le micro. Donc, vous avez entendu la première partie concernant le Captagon? J'ai entendu ça, mais je ne voyais pas à quoi il faisait allusion. Oui, Vas-y. en fait, le Captagon serait fait par le Hezbollah. Il serait distribué par le Hezbollah pour la société israélienne. C'est ce qui expliquerait le comportement complètement déviant de l'armée de Sahel, puisqu'on nous dit que c'est une armée totalement morale. Et finalement, quand on regarde les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il n'y a aucune moralité. Et moi, j'ai parfaitement fait mon service militaire dans l'armée française. On ne se permettrait pas ce genre de comportement. Si je voulais avoir votre avis sur cette question. Alors, non, je crois que d'abord, il y a eu le 7 octobre et tout ce qu'on a fait autour. C'est-à-dire que pour les Israéliens, pour beaucoup d'Israéliens, pour le public israélien en général, il y a eu une censure sur l'information. C'est-à-dire la majorité d'entre eux, j'en sais quelque chose parce que je discute avec certains, ils n'ont appris, et encore, ils ont eu du mal à l'admettre, qu'une partie des Israéliens ont été tués par des soldats israéliens. Toutes ces voitures brûlées, les destructions des maisons, etc., c'était des hélicoptères israéliens qui l'ont fait. Les publics israéliens ne savent pas que les chefs de sécurité, d'espionnage, etc., de renseignement,
avait pratiquement déserté la zone de surveillance et avait tardé de 5 heures avant de réagir. Donc, ils ne sont pas au courant de tout ça, le public israélien. Donc, ils ont été, on leur a dit que le 7 octobre était quasiment, dans leur langage, hein, était quasiment le plus grand massacre depuis la Shoah. Et que, bon, on a monté des affaires de viol, de bébés, etc. Enfin bon, mais tout ça, c'est faux. Mais les Israéliens ont été, comment dire, mis dans la propagande, chauffés à blanc, etc. Et il y avait tous ces discours, rappelez-vous, les premiers jours, des discours incendiaires. On allait nettoyer Gaza, il fallait tuer les enfants, il fallait, comme Amalek, il fallait tout détruire. Peut-être qu'on allait même utiliser une bombe atomique, etc. Et donc, on a livré Gaza à la soldatesque. On leur a dit, voilà, faites ce que vous voulez, allez-y, libérez vos pulsions, libérez vos instincts criminels. Et donc, on n'était pas dans une situation classique, normale, parce qu'il y a eu déjà des guerres, enfin des conflits, qui duraient une semaine entre les Gazaouis et les Israéliens. Mais là, c'était vraiment l'envie de détruire, d'anéantir, d'éradiquer, de chasser, enfin vraiment. Donc, quand vous avez un tel vocabulaire qui est utilisé et quand vous avez des soldats, peut-être il y a certains qui les ont chauffés aussi, donc il y a une espèce même d'émulation. On a créé des sites pour permettre aux soldats d'exposer ce qu'ils faisaient. Et donc, quand ils détruisaient une maison, une mosquée, etc., ils envoyaient leurs vidéos dans ces sites. Et donc, on a créé le climat nécessaire à cette vague de massacres, de tueries. Et vraiment, et comme les Israéliens déjà en général, ils détestent les Palestiniens, là, ils se sont lâchés. Il n'y avait plus aucune barrière, ni morale, ni psychologique, ni humanitaire. Enfin, quand on voit les vidéos, c'est juste hallucinant. Donc, moi, je crois pas à cette affaire du Captagon. C'est comme ça que ça s'appelle, n'est-ce pas? En fait, c'est vrai qu'on peut utiliser ça quand on parle par exemple, des sectes, enfin, par exemple, des Daesh, etc., quand on a des armées comme ça, qu'on veut chauffer, etc., alors que le soldat israélien, en général, il n'est pas comme ça d'habitude. C'est-à-dire, il n'a pas besoin, à mon avis, on n'a pas besoin de lui donner de la drogue pour se battre. Il le fait, on l'a vu, donc, mais c'est la première fois qu'il se bat dans des conditions que je viens de décrire. Voilà. L'inhumanité, la cruauté. Il y avait même une certaine émulation entre les soldats. Et donc ça a été fait de manière délibérée pour pousser au massacre. Voilà. Et à mon avis, le terrain était favorable. Vous savez, les Israéliens, finalement, ça fait 80 ans qu'ils vivent dans la détestation des Arabes. Bon. Et bon, c'est vrai que, comment dire, quand ils faisaient des représailles, ils se lâchaient. Mais ça se limitait quand même à ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine retenue. Il y avait un minimum, on respecte la loi, on respecte le droit, on respecte les décisions de la Cour suprême, etc. Mais là, c'est la première fois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de psychiatrisation. J'ai dit que, enfin, je ne sais pas si vous m'avez entendu au début, mais la société israélienne a dépassé les bornes
même de la rationalité. Ils sont devenus fous. Voilà. C'est pas possible. Ils sont devenus cinglés, ils sont devenus fous. Ils sont atteints de folie meurtrière. Et ça ne leur ressemble pas. C'est la première fois que ça arrive. Et les autorités jouent un jeu très dangereux. Ils jouent vraiment avec le feu. Parce qu'en poussant à l'extrême ces délires, c'est vraiment la société israélienne qui sont en train de foutre en l'air. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Pour aller dans votre, comment dire, pour vous parler, vu qu'on parlait du comportement de cette armée-là, Tsahal, j'ai envie de vous montrer une vidéo qui a circulé sur Twitter, et c'est pas la première fois que je vois un genre de vidéo pareil, où on voit un soldat de l'armée Tsahal préparer de l'armement pour des avions, et il est en train de dessiner des choses sur les bombes. Et là, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais en tout cas, c'est assez voilà. Alors, juste, je vais faire profiter aussi ceux qui sont sur TikTok, pardon. Je vais couper, je vais enlever l'écran de verre là. Comme ça, vous allez pouvoir regarder en même temps. Alors, c'est parti. Je vous le mets. Ah, là. Il n'est pas ouf. C'est pas celui-là. Non, alors, excusez-moi. Je vais refaire une recherche. Je ne l'ai pas. En attendant, Monsieur Cohen, il y avait une question concernant, justement ce qu'il se passe à Rafah. Et c'était Halim qui est en direct du Liban qui nous parle et qui dit, croyez-vous qu'Israël envahira le sud Liban une fois qu'elle aura fini avec le Hamas? C'est une question, comment dire, moi je n'ai pas la réponse et je crois que très peu de gens ont la réponse et que même les Israéliens, enfin les chefs, n'ont pas la réponse. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui se décidera quand ils le voudront, quand ils le jugeront utile, quand ils le jugeront faisable. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question il y a une semaine ou deux, et je lui ai dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait la guerre, mais apparemment les deux parties s'entendent pour qu'il n'y ait pas la guerre. Voilà. Donc il y a une espèce de modus vivendi. Donc il y a des échanges de tirs, il y a des morts, des blessés, il y a des bombardements, mais qui restent limités. Et donc, ce sont des messages qui s'envoient, enfin, c'est une espèce d'accord tacite d'en rester là. Bon. Maintenant, est-ce que, d'abord, apparemment, l'affaire de Gaza est loin d'être terminée. C'est vrai qu'à un moment donné, on pensait que lorsqu'elle sera réglée avec Gaza, il pourrait, mais là aussi, c'est problématique. Parce que est-ce qu'Israël prendrait la responsabilité de recevoir des dizaines de milliers de missiles sur Tel Aviv, par exemple? Parce que le Hezbollah, c'est pas le Hamas. C'est-à-dire que lui, il dispose vraiment de vrais missiles. Certes, on peut arrêter 50%, mais on ne peut pas tout arrêter. Et 1 millier de missiles sur Tel Aviv, ça fait réfléchir quand même. Donc, il y a une espèce de dissuasion réciproque, et c'est probablement pour ça que aucune des parties n'a voulu se lancer dans un conflit total. Voilà. Maintenant, est-ce que, apparemment, a priori, l'affaire de Gaza est loin d'être terminée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce matin, il y a eu 5 morts et plusieurs blessés dans une région, j'ai oublié, excusez-moi le nom de la ville, mais dans une région du nord de Gaza, c'est-à-dire dans une zone qui est supposée avoir été conquise et nettoyée. Donc, ça veut dire que le Hezbollah est loin d'avoir dit son dernier mot.
Et donc, ça risque de durer. Ça risque de durer parce que c'est vraiment une forme de guérilla qui est très difficile pour une armée d'occupation. En plus, les ruines, dans un sens, les ruines sont des caches idéales pour des francs-tireurs, pour poser des pièges, etc. Et donc, c'est vraiment... Là, les Israéliens, en tout cas, quand ils veulent le dire, mais ils ont du mal à le dire, les Israéliens sont confrontés à un vrai problème à Gaza, et je ne sais pas s'ils auront l'esprit tranquille pour aller batailler ailleurs. Alors, il y avait une seconde question de notre ami Halim qui se trouve au Liban et qui nous demande donc pourquoi Israël et l'Occident ne suppriment pas le régime syrien en place comme ils l'ont fait en Libye et ne mettent pas en place un régime anti-russe et anti-iranien afin d'éviter l'acheminement des armes de l'Iran jusqu'au Liban. Ben, ils ont essayé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Enfin, soi-disant, en 2011, ils ont envoyé Daesh. L'Amérique a occupé, les Turcs ont occupé une partie de la Syrie. L'Amérique a occupé la partie où il y a le pétrole, dans le nord-est. Et le régime syrien, il avait failli tomber. N'oubliez pas qu'en 2013 ou 2014, la France de François Hollande avait été vraiment très, très tenté d'aller bombarder la Syrie sous prétexte que le régime avait utilisé les armes chimiques. Et c'est Obama qui s'était opposé. Et ce qui a sauvé le régime syrien, pourquoi il n'est pas tombé? Mais le but de l'Occident a été de faire tomber le régime syrien. De 2011 à 2015, c'est l'intervention de la Russie qui a vraiment sauvé le régime. Donc, ils avaient vraiment la volonté l'Occident avait la volonté de se débarrasser de ce régime, mais grâce à la Russie, c'est la Russie qui l'a sauvé, qui a écrasé les armées de Daesh et tout le bazar. Et donc, aujourd'hui, la Syrie a rétabli, en tout cas, le régime syrien a rétabli son autorité sur 80% du territoire syrien. Et est devenu aujourd'hui quasiment inébranlable. Voilà, enfin, je veux dire, il est vraiment maintenant bien réinstallé et il ne risque pas. Et d'ailleurs, comme illustration, la Syrie a été réadmise au sein de la Ligue arabe parce que l'Arabie saoudite avait participé au complot contre le régime syrien. Il ne faut quand même pas se leurrer. Et donc, quand ils ont vu que, bon, c'était pas possible, ils ont accepté le fait accompli, ils ont accepté que le régime syrien ne pouvait pas être renversé, et donc ils ont réintroduit, le régime syrien était persona non grata dans le monde arabe. Ils ont été exclus de la Ligue arabe pendant, je ne sais pas, ils n'ont été réintégrés qu'il y a 1 an ou 2. Donc c'est la preuve que le régime a rétabli sa position, même s'il n'a pas récupéré tout le territoire encore occupé. Merci, M. Cohen. J'ai retrouvé donc la vidéo que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est parti, je vais vous la montrer. Alors, hop. Là. Rima Hassan. Tiens, regarde, Rima Hassan. Aux armes, citoyens. C'est toujours Capitaine Looping qui vous parle et je vous fais un petit message. Rima Hassan, arrête avec moi. Panneau, arrête avec moi. Tout le monde arrêtez. Ça part direct. Encore, je vais vous faire décoller l'avion devant vous. Arrête. Encore. C'est pas possible. Et pour tous les TikTokers qui se la racontent une vie et tout, tiens, c'est pour toi, Rima Hassan. C'est la Rima Hassan. Ina dinara sata abou moul kelb. Quand je t'ai dit que ça décolle tout de suite, Rima Hassan,
Et panneau, faut pas tomber dans le panneau. Regarde, il y a ta bombe, elle est là, la bombe écrit. Rima Hassan dans ta gueule. Ça va partir direct. Wow, Rima Hassan, Rima Hassan. Eh, panneau. Non, je connaissais pas cette vidéo. Je connaissais la vidéo où des gamins israéliens écrivaient sur les bombes, des gamins de 10 ans, hein, écrivaient des messages d'amour, enfin entre guillemets, sur les bombes qu'on allait envoyer sur les Arabes, sur les Palestiniens. Mais enfin, ça montre, ça enfin, je veux dire, ça relève de la psychiatrie, ça. Je suis désolé. Je veux dire, il y a, c'est même pas la liberté d'expression. Ce sont des gens tout à fait, Rima Hassan, Panot, enfin, des gens respectables, des députés, des gens politiques qui ont le respect du droit, etc. Et être traités de cette façon-là, je me demande même si les nazis faisaient ça et arrivaient à un tel point de mépris, enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui compte. Et c'est pour ça que je dis, vraiment, ils sont arrivés à un point, enfin, ils ne se rendent même pas compte. Le pire, c'est que même dans des médias juifs respectables, enfin, je veux dire, soi-disant supposés être respectables, que j'écoute, ce genre de truc ne soulève aucune question, aucun problème. Je veux dire, même les gens enfin, raisonnables, enfin, qui ont une fonction d'informer, etc., acceptent. Regardez, par exemple, il y avait ce cinéaste, Lelouch, je ne sais pas son prénom, je ne me souviens plus, quand il avait dit, j'ai publié il y a quelques jours la vidéo, il avait dit, oui, Rima Hassan, elle est jolie, mais elle n'a pas de cerveau. Enfin, elle a un cerveau malade. Mais, enfin, on a atteint un niveau d'insulte, de mépris de l'autre, mais ils se prennent pour qui, ces gens-là? C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'ils se prennent vraiment pour le peuple élu, descendant de la cuisse de Jupiter, qui peut tout se permettre. Ils peuvent tout se permettre. Voilà. Et c'est ça le drame. Et malheureusement, il y a trop de connards en Occident. Quand je pense à ces milliers de gens en France qui sont dans les médias, les intellectuels, les politiques, etc., qui sont abjects. L'Occident, la France en tout cas, l'establishment français a atteint un niveau d'abjection terrifiant. Vous savez, aujourd'hui, j'ai posté un truc qui dit à l'Assemblée nationale a refusé la création d'un groupe d'amitié France-Palestine. Vous imaginez, la Palestine n'a pas le droit à un minimum d'amitié. Il n'y a rien. Il faut les écraser, il faut les humilier. C'est des bougnoules, c'est une sale race, c'est une race inférieure. C'est vraiment l'Occident a atteint un degré, en tout cas en France, la France a atteint un degré d'abjection qui restera, dont elle gardera la trace et qui restera vraiment dans son histoire. Tellement on arrive à un point, enfin, je veux dire, c'est vraiment insoutenable. Alors, effectivement, c'est de l'ordre de la psychiatrie, vous l'avez bien précisé. Et c'est pas la première fois qu'on voit des vidéos comme ça, hein. Il s'affiche. Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai quelqu'un qui est avec nous sur YouTube, je vais lui donner la parole, je crois qu'il est déjà intervenu avec nous par le passé, chez Dark Soul. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir toute l'équipe, hein, merci Farida de l'hébergement. Moi, j'ai une question qui est peut-être en lien avec le conflit israélo-palestinien, mais pas que, qui est en lien avec tout le conflit du Moyen-Orient, l'ancien pays de Canaan. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Irak, je suis tombée sur une vidéo montrant
que le musée de la capitale avait été massacré, pillé, les tablettes coupées en morceaux et certaines avaient été emportées par l'armée américaine. Ces tablettes retraçaient justement l'origine et l'histoire du pays de Canaan, écrit en langage extra-millénaire. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces attaques dans les villes du Moyen-Orient ne sont pas liées à un effacement de l'histoire, parce que on nous dit que les Juifs, c'est leur terre sainte et leur terre d'origine, mais bon, le pays de Canaan, il n'y a pas eu que les Juifs. Hein, et les Juifs, bon, ils étaient là il y a 2-3 000 ans sous les Égyptiens, mais avant, il y avait d'autres civilisations. Et quand on regarde la technologie avancée de l'architecture des pays, on peut se poser quand même des questions. Donc, je voulais savoir si vous pensiez qu'il y avait un lien avec ça. Il y a un lien. Il y a un lien, et d'ailleurs, qui remonte déjà en 1948. Vous savez qu'en 1948, il y a eu 95% des Palestiniens ont été chassés de leur terre. Mais ce qu'on ne sait pas, enfin, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y avait 450 villages palestiniens qui ont été rasés. C'est-à-dire, moi j'ai coutume de dire que c'est la première fois qu'un envahisseur ou un conquérant se refuse à exploiter les richesses d'un territoire qu'il vient de conquérir. Parce qu'un village, ce n'est pas seulement un village, il y avait des fermes, il y avait des puits, il y avait des pressoirs, il y avait des ateliers de couture, de confection, il y avait des greniers. Donc, il y avait tout un artisanat. Et tout ça a été effacé de la terre de Palestine. Systématiquement, ça veut dire que ce n'était pas du tout un accident. On ne rase pas 450 villages avec des fermes et tout pour rien. C'est-à-dire, il fallait éradiquer. Et moi, je me souviens que quand on visitait Israël dans les années 60, et les gens disaient « Oh là là, ces terres étaient vides. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est extraordinaire tout ce que vous avez réalisé, etc. » Parce qu'on voulait garder l'impression que ces terres étaient vides. Et effectivement, l'Occident, il a dans son délire de domination l'envie de détruire. C'est-à-dire, regardez par exemple, l'Irak était un pays extraordinairement bien organisé. Quand on voyait les photos ou les films sur Bagdad ou la Libye, ces immeubles, toutes les réalisations, les autoroutes, les centres de santé, etc., c'était magnifique. Et bien, tout ça a été détruit. Mais c'est vrai qu'il y a, et ça, Israël est avec l'Occident, c'est l'esprit occidental. L'esprit occidental, d'abord du mépris du colonisé, du mépris de l'oriental, le mépris de celui qu'on domine et l'envie d'effacer. D'ailleurs, on a essayé de faire ça avec les pays colonisés, les pays nord-africains, etc. Et quand on a eu la possibilité, on a tenté de détruire tout ce qui faisait, enfin tout, en tout cas le maximum de ce qui faisait la richesse, la personnalité. Regardez par exemple avec quelle hargne Israël a détruit la majorité des bâtiments historiques. On a détruit la plus vieille église, qui datait, je crois, du 3e siècle, 4e siècle, qui était à Gaza. Saint-Sépulcre. C'est l'église, la cathédrale Saint-Sépulcre qui est censée héberger le tombeau du Christ par lequel on arrive par des tunnels. Non, ça c'est celle de Jérusalem. Mais on a détruit, j'avais posté il y a quelque temps une vidéo sur cette église, une petite église magnifique, qui datait du 3e siècle, peut-être 4e siècle, à Gaza. Ils l'ont démolie. Enfin, je veux dire, il y avait des mosquées extraordinaires, il y avait des bâtiments, il y avait des universités.
Et tout ça, c'était pour ramener... Vous savez, il y a une phrase qui est très célèbre dans la mythologie sioniste militaire. Moi, je l'ai apprise dès les années 60. J'en avais conscience, j'en avais connaissance. Les militaires israéliens, à chaque fois qu'ils parlaient des pays arabes, disaient « Nous allons ramener tel pays à l'âge de pierre. Nous allons ramener la Syrie à l'âge de pierre. Nous allons ramener l'Égypte à l'âge de pierre. » Ça, c'était comme si, comment dire, leurs mains les démangeaient. Ils avaient envie de détruire tout ça, voilà. Et donc, c'est juste, votre remarque est tout à fait juste, et malheureusement, elle s'est appliquée au long de l'histoire, et malheureusement aussi à Gaza, on le voit, la destruction de tout ce qui faisait l'histoire de ce territoire très riche, du point de vue historique, du point de vue archéologique. Gaza est un territoire vieux de 3-4 000 ans. Et donc, il a une histoire extraordinaire. Et tout ça a été volontairement, en tout cas, est en voie d'éradication. Merci beaucoup. Et je pense, pour compléter l'histoire, Gaza, telle qu'on la connaît, qu'on la connaissait du temps de la Palestine, elle est peut-être vieille de 3-4 000 ans, mais par-delà le monde, et ça vaut aussi pour le Moyen-Orient et tout ce qui est l'Orient asiatique, on a trouvé quand même des grottes avec des effets miroirs dans du granit qui seraient datées de 12 000 ans. Donc ça voudrait dire, si on appliquait cette théorie, ça voudrait dire que la légitimité des envahisseurs n'est plus justifiée. Voilà. Et je pense que on a un problème là-dessus, c'est-à-dire, ça se passe en France actuellement aussi, hein, on détruit la langue française, on détruit l'histoire, on éradique tout, le Gare des Méchards, on s'en tape, excusez-moi d'être vulgaire, voilà, parce que il faut avancer avec son temps, ouais, d'accord, mais on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient, hein, ça c'est clair et net. Hein. Quand tu es perdu, regarde derrière toi et tu vas retrouver ton chemin. Hein. Voilà, moi c'est ce que je dis à mes enfants. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup de votre réponse. Merci pour vos remarques. Merci à vous. Je vous signale juste que le live sur TikTok a sauté. Je pense que c'est dû à la vidéo que je vous ai montrée. C'est bizarre. Elle a fait bugger le live et j'ai plus accès au compte, au live pendant une semaine. Bon. Voilà, c'était juste pour le préciser. Merci en tout cas, Dark Soul. Vous pouvez rester avec nous. Merci à vous. Ou vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est très gentil, merci. Monsieur Cohen, on va aller vers un autre sujet. Alors, je voudrais qu'on dise quand même 2 mots, vu que c'est l'actualité. On va revenir un petit peu à l'actualité, dire 2 mots sur ce qui s'est passé en France avec l'attaque du fourgon. Je mets une courte vidéo. Il aura fallu moins de 2 minutes 30. Et sur ces images de vidéosurveillance, on a presque l'impression qu'ils prennent leur temps. À aucun moment, ces hommes lourdement armés ne semblent perdre leur sang-froid. Ils étaient venus libérer Mohamed Amra et étaient prêts à tout pour le faire, y compris à tuer. Selon les premiers éléments de l'enquête, une certitude, cette attaque était minutieusement préparée. Quelques minutes avant le passage au péage d'Ancarville, en direction d'Évreux, est passé dans le même sens un véhicule Peugeot volé quelques jours auparavant. Ce véhicule s'est stationné sur le bas-côté, dans l'attente de l'arrivée du convoi. Qui était ce commando? Et surtout, pourquoi avoir pris tant de risques, utilisé autant de moyens pour libérer Mohamed Amra? Car ce détenu n'était pas considéré par les policiers comme un gros bonnet. Son profil ne le plaçait pas en haut de la hiérarchie des criminels. Surnommé La Mouche, ce trafiquant notoire a écopé de 13 condamnations pour association de malfaiteurs, extorsion. La première à 15 ans, la dernière le 10 mai dernier pour vol aggravé. Il est aussi mis en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort dans un dossier lié au grand banditisme marseillais. Cet avocat l'a interrogé à la barre il y a à peine quelques jours. Il s'étonne. Il ne m'a pas paru comme quelqu'un bénéficiant encore de liquidités susceptibles d'être mobilisé pour pouvoir organiser ça. Et donc je m'interroge de savoir si en réalité il ne serait pas un élément essentiel au grand banditisme, que le grand banditisme aurait eu besoin de récupérer
pour l'interroger sur un sujet, parce que si l'objectif c'était de l'empêcher de parler, il l'aurait tué sur place. L'enquête s'intéresse désormais à son entourage, à tous les noms cités dans les affaires où il est impliqué, pour tenter de remonter la trace de ses complices. Voilà, Monsieur Cohen, bon, c'est une affaire, je pense que des évasions par le passé, des tentatives d'évasion et qui ont échoué ou pas, il y en a eu. Aujourd'hui, celle-ci, elle est quand même assez grave parce qu'il y a des victimes, il y a des dommages collatéraux, il y a des gens, il y a deux agents qui sont morts. Donc, Bon, c'est un peu l'histoire mouvementée du gendarme et du voleur, hein. Comment dire, depuis que l'homme est homme, enfin, depuis qu'il y a une société humaine organisée, vous savez, les bandits, ça a existé sous les monarchies, sous l'Ancien Régime, dans la Rome antique. Donc, il y a toujours, comment dire, je pense que dans l'humain, dans une société humaine, il y a toujours une frange qui ne joue pas le jeu, qui est réfractaire à l'ordre établi, qui ne trouve pas sa place, et parfois à juste titre d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, quand on voit la société, franchement, quand on voit comment les milliardaires s'empiffrent en utilisant la classe politique à son profit, bah, évidemment, ça attise des convoitises. Voilà, on se dit, pourquoi pas moi? Sauf que tout le monde n'a pas la chance de faire des études ou d'avoir le sens des affaires. Et donc, eh ben, on se lance dans vous savez, les attaques de diligence, ça remonte, enfin, je ne sais pas, c'est vieux comme le monde. Les bandits des grands chemins aussi. Et donc, en fait, si vous voulez, pour moi, comment dire, bon, c'est vrai que dans une société, là, quand vous voyez les discours, oui, c'est pas bien, etc. Mais en fait, quelqu'un qui vole 1 milliard en écrasant des millions de gens, ou en corrompant, ça passe. Voilà, par exemple, une société qui vend des injections et qui fait 100 000 morts avec un bénéfice de 50 milliards, trouve ça normal. Ben, moi, je suis désolé, je trouve que c'est pire que d'attaquer un fourgon pénitentiaire, voilà, ou une banque, quitte à tuer 2 ou 3 personnes. Bon, c'est pas. Je veux dire, il y a des gens, il y a quand même des responsables sur le plan des injections médicales, etc. Regardez par exemple, pour ne pas parler de trucs dont on ne doit pas parler, mais vous savez, le truc de, comment il s'appelle déjà, il y a quelques années, oh zut, le Servier, Servier ou Servet, Servier, je crois. Il avait sorti un médicament qui a fait 2 ou 3 000 morts. Bon, le nom m'échappe malheureusement. Ben, ce type-là est directeur du laboratoire, il est mort dans son lit. Enfin, je suis désolé. Enfin, je veux dire, donc la société, si vous voulez, elle monte en épingle les faits de violence pour faire oublier le reste. C'est-à-dire qu'il y a des violences légitimes. Je veux dire, quand un patron ne respecte pas les règles de sécurité et il y a 100 morts dans une mine, eh ben, on passe ça par perte des profits. Ah, ben, c'est dommage, etc. Bon, voilà, c'est pas grave. L'amiante, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de morts pendant des années, mais pendant 40 ans, on n'a pas voulu l'interdire. Pourquoi? Parce que ça rapportait. Donc, en fait, ce que je veux dire, moi, comment dire, cette affaire me donne l'occasion de dire à quel point la société est mal barrée et mal fichue. Voilà. C'est-à-dire,
on met le projecteur sur des gens qui braquent une banque ou qui tuent, bon, malheureusement pour eux, vous savez, bon, deux types qui sont morts, deux petits fonctionnaires, mais combien sont morts des injections? Combien sont morts de l'amiante? Combien sont morts de ce médicament qu'on prescrivait pour maigrir? Oh, j'ai oublié le nom, il se terminait par Thor ou quelque chose. Bon. Mais Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. voilà. Et donc, finalement, Mediator, voilà, Mediator. Le Mediator. Oui, donc voilà. Et donc, en fait, la société, elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment mal fichue, voilà, pour ne pas dire des choses extravagantes ou déplacées. Voilà. C'est-à-dire, c'est là où on voit qu'il y a une idéologie dominante. Par exemple, comme vous dit, la propriété est un droit sacré. Certes, mais la propriété de qui? Voilà. Donc, en fait, la propriété des riches, évidemment. Donc, c'est une société qui est basée sur l'exploitation, sur l'injustice, et tu es obligé de fermer ta gueule. Voilà. Et si tu ne fermes pas ta gueule et tu te révoltes, bien sûr, d'une manière un peu violente, eh bien là, la justice est là, le bras lourd, elle va taper très fort. Voilà. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Les Misérables, celui qui a volé un bout de pain. Il a été exilé 5 ans en Nouvelle-Calédonie, ou je ne sais pas où, ou en Guyane. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on voulait peupler ces territoires. Donc on a dit au juge, bon, on ramasse un vagabond, quoi? Tu es vagabond, tu n'as pas le droit, allez hop, exil 5 ans, etc. Donc, en fait, là, il faut comprendre, la justice est une justice de classe. Voilà. La justice, elle défend la classe dominante, elle défend les intérêts dominants. C'est pas, moi, comment dire, je n'ai pas à excuser, mais je dis juste que une affaire comme ça, qui fait 2 ou 3 morts, ce n'est absolument rien du tout par rapport aux milliers et aux milliers de morts qu'on provoque par ailleurs avec la bonne conscience et dont les responsables qui gagnent des milliards ne sont jamais inquiétés. Voilà. Exactement. Merci, M. Cohen. Il y avait énormément de questions sur le chat. Je peux peut-être vous en lancer une ou deux. Alors. Bon, mais ça, c'est mon côté anarchiste qui ressort. Voilà. Voilà. Donc, il faut le prendre comme ça. Voilà. Alors, il y a une question récurrente, là, du moins qui revient, c'est par rapport à votre passé d'ancien franc-maçon. Oui. Donc, pourquoi les francs-maçons sont pour la plupart pro-Israël? Ah, ils sont pas pour la plupart pro-Israël, je ne crois pas. D'abord, je vais vous dire, vous me rappelez un truc. J'ai une amie qui est au Grand Orient de France. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Grand Orient de France, depuis maintenant presque 10 ans, accepte les femmes. Donc, elle est au Grand Orient de France. Et elle m'a raconté ça il y a quelques jours. Elle m'a dit que les sionistes avaient demandé au Conseil de l'Ordre, au Grand Orient de France, de prendre position sur le 7 octobre. Eh bien, le Conseil de l'Ordre a refusé de prendre position. Et elle m'a dit, moi, j'étais prête à démissionner s'il l'avait fait. Donc, à ma connaissance en tout cas, ce qui se passe, je vais vous dire, pourquoi vous avez cette impression que moi j'ai passé 17 ans et à aucun moment je n'ai eu l'impression que le Grand Orient en tant qu'appareil, il était sioniste ou pro-Israël, etc. Sauf que, évidemment, il faut vous dire ceci, c'est qu'à partir des années 50,
les Juifs, la communauté juive a bénéficié d'une très grande sympathie au sein de la société française. Bon. D'abord, les Arabes étaient très mal vus dans les années 50 et 60. Je ne vais pas vous raconter pourquoi. Bon. Et les Juifs, vous savez que jusque dans les années 30, on pouvait être ouvertement antisémite en France sans aucun problème. Et ce qu'aujourd'hui on dit de l'islam, mais on se posait la question, est-ce que les Juifs peuvent être des citoyens fidèles à l'État français? Est-ce que le judaïsme est compatible? Vous savez, quand Céline avait publié les Bagatelles pour un massacre, où il y a des pages absolument antisémites, mais avec son talent extraordinaire, il y a eu la critique du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné qu'on ne peut pas soupçonner d'être antisémite ni fascisant, mais il n'a rien trouvé à redire sur les pages antisémites. Sauf que, évidemment, après la guerre, on a découvert les camps, l'étoile jaune, les rafles. Et donc, il y a eu un mouvement de sympathie pour les Juifs et aussi du mépris pour les Arabes. Et puis, on a vu, et là, la propagande s'est mise à bien fonctionner, c'est-à-dire, oui, les Juifs ont un petit État socialisant quelque part, entouré de gens hostiles, qu'ils essayent de développer dans un esprit humaniste, etc., seul contre tous, enfin bon, etc. Le film Exodus. Et donc, il y a une sympathie, si vous voulez, naturelle chez un Français. Jusque dans les années 70, il y avait sa sympathie politique naturelle allait vers Israël et pas vers les Arabes. Et donc, et comme la tragédie palestinienne n'avait pas été bien exposée, vous savez, comme je déplore le manque d'efficacité de la propagande arabe et palestinienne, et comme à partir des années 60, les médias ont été placés sous la coupe des sionistes, donc il est évident que les gens ont, comment dire, une sympathie naturelle. Donc, si on demande à un franc-maçon qui est chrétien, qui n'a rien à voir, qui n'a pas étudié, si vous lui dites Israël et les Arabes, il aurait tendance à avoir une sympathie naturelle pour Israël. Voilà. Et c'est pour ça, ça ne va pas plus loin. Mais moi, je n'ai jamais vu de franc-maçon qui exposait des idées sionistes, etc. Voilà. Par contre, il y a ce qu'on appelle, enfin, j'ai décrit dans le Printemps des Sayanim, l'existence d'une loge judéo-sioniste au sein du Grand Orient de France. Voilà. Mais, donc, pour répondre à la question maintenant, pour résumer, il n'y a pas, à mon avis, comment dire, d'alignement direct et clair des francs-maçons sur le sionisme. Voilà. Alors, ce monsieur qui a posé la question, il avait posé en prémisse la question concernant le fait que vous étiez franc-maçon. Et il dit que pensez-vous de ce que Albert Pike a dit alors, que pensez-vous de ce qu'a dit Albert Pike? La Troisième Guerre mondiale sera entre le sionisme et le monde musulman et se détruiront mutuellement. Vous savez, l'histoire, d'abord, il faut être très humble quand on fait des prévisions historiques. Franchement, quand on étudie l'histoire, qui aurait pu prévoir la Première Guerre mondiale, la Deuxième, le développement du sionisme, enfin des tas de choses. Vous savez, il faut vraiment être humble. Qui aurait cru, par exemple, à la guerre Russie-Ukraine, etc. Donc, il faut être très humble, très modeste lorsqu'on fait des prévisions historiques.
Euh, donc, moi, enfin, c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, comment dire, il y a une confrontation sionisme-monde arabe depuis 70 ans, 70-80 ans. Ça n'a pas abouti à une guerre mondiale. C'est un conflit avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, c'est-à-dire il y a eu des périodes chaudes, très brèves, et comment dire, et une espèce aussi, il faut reconnaître qu'une bonne partie du monde arabe a fini par accepter le fait. Bon gré mal gré, hein, c'est pas, ils l'ont pas fait de bon cœur. Mais en tout cas, ils ont accepté le fait sioniste. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le monde arabe, en dehors des mots, il n'est pas prêt à faire le moindre sacrifice pour la Palestine. Donc, Bon, allez-y, voilà. finissez. Allez-y. Oh, voilà, j'ai fini. Bon, Voilà. ça me permet de faire la transition, comme ça on va clôturer bientôt l'émission. Et là, je voudrais vous emmener donc vers cette histoire du Sahara occidental. Alors, j'ai une courte vidéo que j'avais retracée il y a quelque temps. Là. L'État d'Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental. Selon un communiqué du Palais royal marocain, Israël a exprimé lundi sa position dans une lettre envoyée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou au roi Mohamed VI du Maroc. Israël envisage également d'ouvrir un consulat à Dakhla. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, figure sur la liste des pays non autonomes des Nations Unies. Le Maroc revendique le territoire comme sien, mais le peuple autochtone sahraoui, dirigé par le Front Polisario et soutenu par l'Algérie, souhaite un État indépendant. En 2020, les États-Unis ont soutenu les revendications du Maroc à condition que les relations diplomatiques entre le Royaume et Israël reprennent. Les deux pays ont depuis normalisé leurs relations et signé un certain nombre d'accords de coopération, notamment un pacte de défense. À la suite de l'annonce de lundi, un responsable marocain a toutefois déclaré que la reconnaissance d'Israël n'affecterait pas la position du Maroc en faveur de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem pour capitale. Bien que certains journalistes marocains soulignent qu'avoir des relations avec Israël et soutenir la cause palestinienne ne s'excluent pas mutuellement, des préoccupations concernant un conflit d'intérêts ont été soulevées. Voilà, donc ça concerne le Sahara, les accords d'Abraham, bon voilà. Alors, Monsieur Cohen, on va aller vers ce sujet par rapport à un personnage. On peut le citer ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est Monsieur Bernard Lugan qui a fait une interview récemment sur un média indépendant, si on peut appeler ça un média indépendant, Tocsin TV, donc c'est Bernard Lugan. Et donc, lui a des positions plutôt... voilà, il a une vision un peu colonialiste. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à ça? Alors, Bernard Lugan est, comment dire, sur le plan universitaire, c'est comment dire, c'est un très grand chercheur sur l'Afrique. Voilà. Donc, il a écrit une thèse de doctorat, il a écrit des livres, il connaît très bien le sujet. Voilà, bon, ça, c'est un fait. Mais il a une vision coloniale de l'Afrique, de la chose. Voilà. Et il a gardé cette mentalité coloniale. C'est-à-dire, bon, bah, les colonies, ils ont apporté du bien. Enfin bon, voilà, la vision coloniale. Et cette vision coloniale, elle est aussi marquée par la détestation de régimes révolutionnaires, comme l'Algérie, dont il avait annoncé la destruction il y a quelques jours sur Tocsin, justement. Alors, je rappelle que Tocsin, je donne un avis personnel, hein. Tocsin est très bon sur le plan des libertés individuelles, sur le plan du respect des valeurs traditionnelles,
sur le respect, le respect, la liberté des gens de s'injecter ou pas. Sur ça, c'est un très bon média. Par contre, c'est un média qui a des sympathies sionistes, qui a des sympathies occidentales et qui a des sympathies pour les régimes affiliés à l'Occident, voilà, du style du Maroc, etc. Donc, Bernard Lugan, il est invité régulièrement dans ces médias, je ne sais pas, qu'on peut qualifier globalement de droite ou comme on veut, voilà. En tout cas, alignés sur l'Occident. Un peu aussi comme Sud Radio. Voilà, voilà. Et donc, non seulement, d'abord, il a prédit l'éclatement de l'Algérie à cause de problèmes berbères, et d'ailleurs, que ce problème berbère que les Marocains et leurs alliés sionistes tentent d'allumer et de chauffer. Voilà, il faut pas négliger ce point, mais qu'il ne va pas lui développer. Voilà. Alors que le Maroc a le même problème avec ses Berbères. Et probablement que l'Algérie intègre mieux ses Berbères que le Maroc. Voilà. Et là, maintenant, il récidive et il dit dans une vidéo que les Algériens savent très bien que le Sahara est marocain, mais, alors je ne sais pas s'il a fini sa phrase, genre, ils ne peuvent pas l'admettre, quelque chose comme ça, voilà. En fait, c'est, bon, si vous voulez mon avis sur le Sahara occidental, et d'ailleurs, j'ai une vidéo, je pourrais vous l'envoyer, hein. Je l'ai faite il y a plus de 10 ans, 10-12 ans, qui dure 3 minutes, 3-4 minutes, où je commençais comme ça. Historiquement parlant, le Sahara appartenait au Maroc. Ce territoire était marocain. Bon. Et il a été, vous savez, le Maroc, il a été dépecé par les deux grandes puissances coloniales, l'Espagne et la France. Bon. Il se trouve que lorsque le Maroc a pris son indépendance en 55-56, il y avait des groupes de militants, de révolutionnaires, de milliers de personnes qui voulaient rétablir, soit supprimer la monarchie, établir un régime révolutionnaire, soit imposer une monarchie constitutionnelle. Et donc, la monarchie marocaine, au lieu de composer avec ses révolutionnaires, ses propres révolutionnaires, qui lui auraient facilité la reprise de tous les territoires. Il ne faut pas oublier une chose, que l'Espagne n'a rendu, par exemple, Sidi Ifni qu'en 1969. Ça veut dire 14 ans après l'indépendance du Maroc. Vous voyez que le Maroc n'a pas tout récupéré en 55-56. Donc, le Maroc s'est allié, le régime marocain s'est allié avec les ex-puissances coloniales, l'Espagne et la France, pour écraser les mouvements révolutionnaires, notamment dans le Rif et notamment dans le Sud, pour pouvoir obtenir un régime absolu, voilà, qu'il n'y ait pas d'opposants. Et ils ont réussi dans ce cas-là, sauf que l'Espagne, elle a rendu Sidi Ifni, mais le Sahara occidental, le territoire du Sahara occidental, elle avait dit qu'en 73-74, qu'elle allait le rendre. Mais qu'elle allait le rendre, elle ne savait pas à qui. Probablement qu'elle allait peut-être discuter avec les habitants locaux ou quelque chose comme ça. Parce qu'entre-temps, il y a eu un développement de la personnalité des Sahraouis. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus au Maroc, qu'ils n'avaient aucun lien avec le Maroc et qui avaient développé leur sentiment national. Et le Maroc a lancé la marche verte pour récupérer ce territoire. Mais contre la volonté, il n'a jamais accepté la volonté de vouloir faire un référendum. Donc, pour résumer ma position,
le Sahara en 55-56 était marocain et il aurait pu le redevenir si la monarchie avait joué le jeu de la révolution. Voilà. Mais la monarchie a préféré sacrifier les territoires et abandonner tout espoir de souveraineté sur eux pour avoir un régime de monarchie absolue. Voilà. Et ça, c'est le drame du Maroc. C'est-à-dire, en 75, c'était déjà, enfin, trop tard dans un sens. C'est-à-dire, il y avait déjà une population sahraoui qui n'avait pas envie, qui avait envie de vivre son destin, qui avait développé sa personnalité, ses coutumes, en dehors de tout autre dominateur, voilà, ou dominant. Voilà. Et donc, la position, comment dire, on n'est plus dans la même configuration. Voilà. C'est-à-dire que le Sahara, aujourd'hui, faudrait trouver une solution acceptable par la population qui a été chassée de ce territoire. Et donc, voilà, c'est une question qui est devenue aujourd'hui une question coloniale. Voilà. Je ne devrais pas dire ça en tant que Marocain, mais tant pis, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, Abraham Serfati aussi défendait la même position. Et je terminerai là-dessus en rigolant, si vous voulez. Vous savez que Hassan II avait libéré Abraham Serfati et l'a exilé en 1986 ou 87. Et il a chassé du Maroc. Alors que Abraham Serfati avait été vraiment marocain depuis des générations et des générations. Et un jour, dans une interview, on a demandé au roi Hassan II, on lui a dit, mais Abraham Serfati, pourquoi il ne peut pas retourner au Maroc? Et Hassan II, dont on peut admirer l'éloquence et l'esprit de répartie, hein, y a pas de, même s'il était un sanguinaire. Bon, il a dit, vous savez, moi je le fais pour sa sécurité. Si je le laisse rentrer au Maroc, comme il défend pas la marocanité du Sahara, il risque d'avoir maille à partir avec la population locale, qui lui en voudrait de ne pas soutenir la marocanité du Sahara. Donc, pour le protéger, je lui interdis enfin, je ne vous souhaite pas qu'il revienne au Maroc pour que sa sécurité soit sauvegardée. Bon, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Alors, juste avant de finir, M. Cohen, juste concernant ce Sahara occidental et le fait d'avoir reconnu la marocanité, Oui. en tout cas Israël. Ça ne changera rien. Voilà, non, mais moi, c'est surtout par rapport aux États-Unis. Sous Trump, Trump avait soi-disant fait un tweet où il reconnaîtrait bon, que la marocanité. Oui, mais ça Mais change est-ce rien. que officiellement, c'est au niveau, voilà, au niveau du droit international, est-ce que c'est acquis ou pas du tout? Est-ce que les États-Unis ont un, voilà, il y a un document Il aurait fallu que la position américaine soit reprise, votée d'abord par l'Union africaine, qui est l'espèce de l'ONU qui regroupe les 52 ou 53 pays africains. Or, jusqu'à présent, l'organisation africaine ou l'Union africaine, je ne sais plus comment, je crois que c'est l'Union africaine, oui. n'a pas pris de décision claire à ce sujet. Et le sujet divise toujours. Donc, et à l'ONU, c'est pareil. Donc, quelle que soit la position américaine, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire au niveau de l'Afrique et au niveau de l'ONU, il n'y a pas de solution juridique claire et définitive. Voilà. Voilà, donc en fait, la monarchie a été un petit peu trumpée, j'ai envie de dire. Ben, évidemment. Mais vous savez, pour le Maroc, c'est une question très, comment dire, vitale. C'est quasiment la survie du régime qui est en jeu. Et donc. Elle est prête à tout pour rester au pouvoir, cette monarchie, ou bien? Pardon? Je dis, elle est prête à tout pour rester au pouvoir, cette monarchie, aujourd'hui? Exactement, exactement. Ben, je l'ai expliqué en 56. Voilà. Ben oui, mais c'est ça le drame du pouvoir.
Vous savez, c'est pas typique au Maroc. Quand on a le pouvoir, on a envie de le garder et on a envie de l'amplifier. Malheureusement, c'est ça la logique du pouvoir. Voilà. Eh oui, malheureusement. Bon, alors je suis content, j'ai retrouvé mon accès sur TikTok, j'avais contesté, ils ont étudié et du coup, ils m'ont redonné l'accès. Donc, les amis sur TikTok, le live avait sauté tout à l'heure. Malheureusement, on a continué l'entretien avec Monsieur Cohen et là, on arrive au bout de l'émission. Je suis désolé pour vous et ça sera l'occasion de reparler de ce sujet une prochaine fois. Très bien. Merci, M. Cohen, encore, et excellente soirée à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, les amis, je vais clôturer le live. Merci à tous d'avoir participé sur YouTube, Facebook, Twitter, TikTok et les autres plateformes. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, pour celles et ceux qui veulent participer, pour Nabila Kilani, notre sœur palestinienne, qui donc, je le rappelle, était dans la bande de Gaza à Beth-Leia et depuis les événements du 7 a dû quitter la région. Elle est encore en vie aujourd'hui, Dieu merci, elle est en bonne santé. Je l'ai eu récemment par message. Voilà, donc ce lien est pour elle. Et tout à l'heure, on m'avait posé la question, donc n'hésitez pas. On participe, vous cliquez dessus. Si vous pouvez faire un geste, faites un geste. Si vous ne pouvez pas, partagez. Voilà, les amis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres entretiens à venir. Excellente soirée à vous. Salam alaikum. Et on va rester toujours avec le fameux clip. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Que naît dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédotéton, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de métaux noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 Antisémite.
T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit? Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde. Ils parlent des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con.